Alors on va maintenant passer à Aristote. Donc Aristote, sa théorie de la connaissance, avant de voir sa théorie politique. Eh bien, Aristote c'est avant tout un disciple de Platon et en tant que très bon disciple, il va réfuter les deux principaux arguments du maître. Il veut dire tout d'abord, il n'y a pas deux mondes, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas deux mondes, un monde concret et un monde des idées. Il n'y a pas une distinction fondamentale entre l'existence et l'essence. Il n'y a pas de dualisme de la réalité. Et la connaissance ne s'obtient pas que par la raison, la pensée, l'élévation du philosophe. Il veut dire quelque chose de très simple. Il va dire que l'essence se trouve en chaque chose même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque chose, il n'y a pas simplement sa forme concrète, la couleur du cheval et sa taille, mais aussi son concept, mais aussi son essence, mais aussi sa portée d'universel et d'éternel. Il y a dans chaque cheval la définition du cheval. Et cette définition n'appartient pas à un monde extérieur, monde des idées, qui aurait des relations intimes avec un monde concret, monde de l'existence. Non. Il y a un seul monde, celui dans lequel nous vivons, il n'y a qu'un seul réel. Et chaque concept, en fait, se trouve au sein même de chaque existence, de chaque être. Chaque définition se trouve au sein de chaque cheval. C'est-à-dire quand je vois un cheval, je peux en extraire la définition. Et donc c'est ce qu'il appelle la matière et la forme. Pour chaque élément du réel, il y a, selon Aristote, la matière de cet élément du réel et sa forme. Sa matière, c'est son existence, c'est son expression en fait concrète et particulière, et sa forme, c'est son essence et son idée. Comment expliquer ça? C'est que chez Platon, on avait un monde des idées, avec par exemple une idée, le cheval, qui s'exprimait dans des milliers, des millions de chevals différents, dans un monde concret, le monde de l'existence. Chez Aristote, c'est complètement différent. Chez Aristote, dans chaque cheval, il y a à la base, au fondement, sa forme, c'est-à-dire sa définition universelle, la même que chez Platon et Socrate, mais elle est intrinsèquement dans le cheval, c'est l'essence même du cheval lui-même, et non pas une idée extérieure. Et il y a aussi sa matière, qui est en fait une expression concrète, avec la taille de ses poils, leur couleur, et leur rigidité et leur propreté. Voilà. Il y a dans chaque chose, dans chaque arbre, et même, prenons par exemple un arbre, c'est pareil. Il y a sa matière, c'est-à-dire sa taille, son âge, etc., et sa forme, en son sein même, ce qu'il est, son essence, sa définition. Et cette définition n'est pas issue d'un autre monde où il y aurait que des idées, un monde parfait où tout serait absolu. Cette définition est partout dans le réel. À chaque objet que je rencontre, il a en son sein même une définition universelle, car il est l'expression d'une idée universelle, mais il la porte en lui, c'est sa forme, opposée à sa matière, son expression concrète. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que l'homme conceptualise, c'est-à-dire qu'il extrait à partir de la matière, c'est-à-dire que la matière c'est ce qu'il voit, ce qu'il sent par ses sens, par la sensation, par ses 5 sens. Il va voir la matière, il va la sentir, il va la toucher, etc. Il va la manger. Et par sa pensée, car ce n'est pas un animal, il arrive à conceptualiser. Il arrive à sortir de la matière un concept qui est la forme. Il arrive à extraire la forme de chaque objet. Il arrive à extraire le concept de chaque objet. Il arrive à extraire la définition universelle de chaque matière. Quand l'homme voit un cheval, la première fois, il fait « Ah tiens, ça c'est un cheval ». Puis ensuite, il en voit 2 ou 3, et ça y est, il est capable de donner une définition du cheval. Et quel que soit le prochain cheval qu'il rencontrera, il saura à coup sûr que c'est un cheval. Et même dès le premier, il saura à coup sûr que le suivant c'est un cheval et pas un âne. Parce qu'il est capable, à partir d'une expression particulière d'une forme, d'un élément particulier, d'en extraire la définition. Et donc cette définition, elle ne vient pas d'un monde extérieur, du monde des idées, d'un monde grandiose, où tout serait parfait, beau, absolu, avec des idées préconçues. Non, cette définition, elle vient du réel lui-même.
elle vient de la matière et de la forme mélangée dans l'expression du réel. Elle vient de ce cheval, du premier cheval que je vois, il a sa matière et sa forme, et moi, humain, j'ai ma pensée qui m'aide à conceptualiser l'objet universel cheval. C'est parce que j'ai ma raison et j'ai ma pensée que j'arrive à conceptualiser à partir d'un cheval particulier une généralité, le cheval, et pas ce cheval. Et donc, c'est typiquement cette capacité de l'homme qu'il a d'extraire la forme de la matière et de conceptualiser, et à partir de réel, d'inventer des idées et des concepts. Mais il ne s'en souvient pas. On n'est plus du tout dans la réminiscence des âmes. On n'est plus du tout dans l'idée que l'homme a déjà vécu, mon âme a déjà vécu dans un monde des idées et elle s'en souvient peu à peu. Non, c'est en voyant le premier cercle, je vois bien qu'il est imparfait, mais j'arrive à en extraire l'idée du cercle, car je conçois immédiatement ce qu'est un cercle parfaitement. Et ça, c'est ma conception propre, c'est moi-même, ma raison et ma pensée. Ça ne vient pas d'un monde des idées. C'est simplement que du cercle, j'arrive à conceptualiser le concept de cercle. Et ainsi, on a un exemple très précis, je vais vous donner un de plus, c'est celui de la chaise. Première fois que je rencontre une chaise, je m'assois dessus, je vois que ça sert à s'asseoir, et je vais en sortir une définition presque universelle. Voilà, tout objet précaré sur lequel je peux m'asseoir, c'est une chaise. Bon, un peu plus tard, je vais rencontrer un tabouret. Je comprendrai que le tabouret, la différence de la chaise, c'est qu'il n'a pas de dossier. Et pourquoi j'arrive à faire ça? C'est parce que j'arrive justement à établir des différences. J'arrive à dire, la chaise a un dossier, le tabouret n'a pas de dossier. C'est une vérité établie que j'arrive à tester à chaque fois. Et donc, au final, je suis capable, moi, humain, avec ma pensée et ma raison, d'extraire de la chaise et du tabouret la forme, l'essence du truc. J'arrive à extraire de la chaise son essence, c'est-à-dire que, contrairement au reste, elle a un dossier. Et contrairement au fauteuil, elle est moins grosse et elle a pas d'accoudoir. Etc., etc. Et donc ça, c'est typiquement l'idée que la pensée arrive à extraire les idées du réel et que donc sa citation qui résume le mieux, c'est rien n'est dans l'intelligence qui ne provienne d'essence. Rien n'est dans l'intelligence qui ne provienne du réel, qui ne provienne du concret. Il n'y a pas un monde des idées qui me donne des idées que j'applique ensuite au monde concret. Non, chaque idée est issue du réel. Rien n'est dans mon intellect qui n'ait été extrait de mes sens, du concret, du réel. Rien n'est dans l'intelligence qui ne provienne des sens. C'est capital et ça résume tout. Ça tue directement le dualisme de Platon. Et donc, au final, la seule chose innée, et non toutes les idées, c'est simplement cette capacité de conceptualisation. L'homme n'est pas né avec une âme qui a prévécu, selon Aristote, et qui a connu des idées dans un monde idéal, du monde des idées, de l'absolu, du parfait, de l'éternel. Non, simplement, en vivant, en évoluant, il a cette spécificité innée de tout homme qui est de conceptualiser. Il a cette capacité que le chien n'a pas de reconnaître les chaises au milieu de tabourets et de fauteuils. Et n'importe quelle chaise que je présenterai ensuite, même si je l'ai jamais vue, je saurais que c'est une chaise. Le chien, il reconnaît sa balle, mais avant de reconnaître qu'un autre objet rond est une balle, il va falloir qu'il joue avec plusieurs fois. L'homme, lui, a cette capacité innée de conceptualisation. Il est capable d'extraire de chaque chose le concept. Et donc c'est bien la seule chose innée et il n'y a aucune réminiscence des âmes.